on va peut-être inviter les gens à s'installer. Nous n'allons pas tarder de commencer. Donc merci d'être venus aussi nombreuses et aussi nombreux. Hein. On ne savait pas trop à quoi s'attendre, s'il allait y avoir du monde, parce qu'on a quand même une diffusion qui est assez restreinte, donc on est quand même assez ravis que vous soyez présents. Là, il y a beaucoup de jeunes notamment, donc voilà, la soirée commence bien, on va dire. Pour ce soir, donc c'est notre dernier meeting. Hein. Bon, c'est juste le deuxième. Hein. On n'en a pas fait 10 non plus. Hein, mais, donc, dernier meeting de campagne avant ce premier tour fatidique. Donc, il va y avoir plusieurs interventions et après, on vous propose un débat. Donc, en premier, il va y avoir Renan, qui est un humoriste et qui va faire la première présentation. Ensuite, ce sera moi, Béatrice, pour faire une petite introduction sur le pourquoi du comment de cette liste. Ensuite, ce sera Johanna pour les services publics, Jacques pour le logement et la précarité, ensuite Karina pour la culture, et enfin Philippe Poutou pour le reste. Donc, avant de commencer, nous avons une table de presse avec du matériel, ce qu'on appelle du matériel de propagande, avec des affiches, des tracts, des autocollants. Il nous reste un jour pour tout utiliser. Donc, vous serez invités à la fin du meeting à prendre du matériel et voilà, et à le diffuser près de chez vous, auprès de vos amis, à coller où c'est possible. Et nous aurons un petit pot en suivant. Donc, Renan, je vais te laisser le micro pour le début. Et bonsoir les camarades. Alors ouais, je vais tenter de vous faire rire, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que dans le monde de l'humour, la concurrence est rude. En matière de blagues, il y a des gars qui sont beaucoup trop forts. Je l'accepte, c'est le jeu. Et c'est pour ça qu'en toute humilité, je décerne le prix du meilleur humoriste de Bordeaux à Pierre Urmic pour son sketch « Je vais armer la police municipale pour protéger les précaires et les policiers ». Ouais, je l'aurais pas tenté aussi. Mais c'est très fort en matière de structure, c'est en deux temps, il y a de l'ironie, de l'absurde, bravo. Mais j'ai l'impression que ça vous fait pas des masses rire. Moi non plus, parce que c'est une décision tellement conne qu'elle pourrait elle-même rater l'examen de police. Et du coup, j'ai étudié le truc un peu, des dangers qui règnent sur les policiers municipaux. Et après mes recherches, je peux vous le dire, le nombre de policiers bordelais tués sur le terrain pendant le mandat de Urmic est terrifiant. Je vous l'annonce, ce chiffre, il se situe entre 0 et 1000. C'est zéro. Urmic, il a armé 25% des effectifs de police pour les protéger, donc il a sauvé 25% de 0. Belle prouesse. Il a réussi à diviser par 0, c'est quand même... Cela dit, par honnêteté, je dois vous dire qu'il y a bien eu 2 policiers morts, mais ils se sont suicidés avec leur arme à feu. Alors peut-être du coup, si tu veux protéger les flics, désarme-les. Voilà. Donc Urmic, quand il prend une décision, il fait des fiches, il se renseigne, il appelle des consultants, il potasse à fond le sujet, et quand il est bien sûr de sa décision, il jette tout à la poubelle, il se cogne très fort le crâne sur son bureau pour se mettre à la hauteur intellectuelle de ses électeurs. Bon, alors, je voulais savoir ça aussi entre un labrador qui fait une sieste et une plaque d'égout. Alors oui, il y a des professions dangereuses, hein. Mais policiers à Bordeaux, à part se fouler le poignet en tapant une infirmière, le danger est limité. Alors que si on prend au hasard les éboueurs bordelais, je sais pas, il y en a un qui s'est fait tirer dessus en 2021, il y en a un autre qui s'est fait percuter par une voiture en 2024, mais pour autant, on va pas se mettre à filer des kalachnikovs aux éboueurs. Alors après, ils se mettraient à tirer sur les déchets, et à mon avis, il y a une partie du conseil municipal de Bordeaux qui deviendra un stand de tir. Un jour, il y a une dame, au demeurant fort sympathique, parce qu'elle m'avait prise en stop, elle m'a dit, tu sais, moi, Ronan, je considère que la police, c'est le dernier rempart contre le fascisme. Oui, bien sûr, et moi, je suis le dernier rempart contre l'alcoolisme. Elle m'a fait mal, cette phrase, parce que pendant les manifestations, quand ils nous visaient avec des armes de catégorie 3, je me suis pas dit, tiens, ils défendent vachement la démocratie. Non, j'ai plutôt l'impression qu'avec les moyens donnés par la mairie, ils se sont amusés comme des petits fous. C'était la cour de récré. Ils jouaient à flashball aux prisonniers. C'est les mêmes règles que la balle aux prisonniers, mais si tu touches, t'as perdu. Ton bras, ta jambe, ton œil, et ta confiance en l'État. Pour conclure, sur la police, ouais, peut-être qu'il y a des bons flics, je sais pas, peut-être qu'il y a des bons flics, moi j'évite autant les commissariats que les policiers évitent la librairie de Philippe. Mais vous savez, combien il faut de bons flics pour changer une ampoule? Je vous dis ça quand un bon flic aura changé quoi que ce soit.
Si on veut parler d'armes à feu à Bordeaux, des membres de la Bastide bordelaise ont été arrêtés en 2023 en Italie pour possession après avoir attaqué un bar. Urmi qui préfère armer la police plutôt que désarmer les fachos, c'est dommage. C'est marrant parce que la Bastide, on sait où ils sont, on sait ce qu'ils font, ils sont armés, ils sont dangereux, ils font des ratonnades, ils attaquent le cortège de la Pride, mais à aucun moment il s'agirait de demander leur dissolution. On a des néo-nazis à Bordeaux et Urmi qui s'en fout. Pardon, j'ai dit néo-nazis, il préfère dire néo-fascistes. Ouais. Faut pas mégenrer des mecs transphobes. D'ailleurs, si vous voulez, les pronoms des mecs de la Bastide, c'est pas il ou yel, hein, c'est hi. Ouais, je me rends compte que j'ai lancé un sujet bien tendu, en plus leurs locaux ils sont pas loin. Mais pour détendre l'atmosphère, j'ai des infos rigolotes sur les municipales, peut-être que certains sont déjà au courant, mais en 2001, au municipal de Marseille, un des candidats à la mairie, c'était un teckel du nom de Saucisse. Voilà, après tu me diras, c'est cohérent, présidentiel, il y a bien des blaireaux. Bon, il n'a pas gagné, et malheureusement, Saucisse a été éclaboussé par un scandale. Il a été surpris en train de renifler les fesses de Jean-Claude Gaudin, son adversaire, ce qui marqua donc la fin de sa carrière politique, mais la naissance d'une belle amitié avec Jean-Marc Morandini. En vrai de vrai, Saucisse, il a fait 4,5% aux élections. Hein. Si on fait moins, je te préviens, Philippe, pour les prochaines élections, tu mets des oreilles de chat et tu t'appelleras Gribouille. C'est cool de chercher des trucs un peu loufoques sur les élections, ça détend. Et en grattant, on peut découvrir des choses sur des candidats. Et j'ai découvert un scoop. J'ai un scoop. Nous avons au sein de notre liste un dangereux criminel. Philippe Poutou, arrêté par la police en 2017 au salon de l'auto pour avoir collé des stickers sur une Mustang. C'est inadmissible. Monsieur Poutou, est-ce que vous condamnez les violences? Cette pauvre Mustang qui a été achetée par un ouvrier qui a travaillé toute sa vie pour se la payer, c'est comme la preuve de la violence de l'extrême gauche. Hein. Je suis désolé, mais moi, en tant que colistier, je suis obligé de te sanctionner, Philippe. Avec effet immédiat, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de venir à la librairie en Mustang. Voilà. Tu feras du combat dans celle de Cazenave. Bon, ok, en vrai, j'ai vu que t'es arrivé en vélo, donc je m'adapte. À partir de maintenant, tu peux plus garer ton vélo devant la librairie. En fait, je vous explique, on en a parlé avec les copains, et en fait, des fois c'est gêne, on peut pas poser nos bières sur le rebord avec lui, on sait que... Bon, ça serait bien que tu fasses société aussi, Philippe, quand même. Ouais, merci d'avoir écouté, les amis. Pour terminer, je tiens à remercier sincèrement tous les camarades que j'ai pu rencontrer en me lançant avec vous dans cette campagne. Qu'importe les résultats de dimanche, en vrai, c'est pas la finalité. La finalité, c'est la lutte et elle continue après les élections. Et je considère que vous êtes tous et toutes fiers de vous. La qualité de votre engagement, il n'a d'égal que la beauté de vos convictions. Je vous kiffe, les potes. On se retrouve au comptoir. Merci beaucoup. Bon, moi, ça sera beaucoup moins drôle. Hein. Non, moi, je vais revenir un peu sur le pourquoi du comment de notre liste, et puis en avant pour dire comment, dans quelle situation on est. Alors bon, vous le savez, la situation internationale, elle est particulièrement chaotique. Hein, il suffit d'allumer les chaînes d'information en continu pour s'en rendre compte. Entre les attaques au Moyen-Orient, les attaques sur l'Iran des USA et d'Israël, le génocide à Gaza, la guerre en Ukraine qui commence à durer, la flambée des régimes autoritaires et la montée des idées réactionnaires, sans parler bien évidemment des crises écologiques, sociales, tout s'aggrave. Et puis bon, il y a un truc en commun, c'est que c'est le capitalisme dans toute sa splendeur là qu'on voit se développer. En France, c'est pas bien meilleur. Hein. Ça fait quand même quelques années qu'on assiste à la montée des extrêmes droites, de leurs idées, qui sont bien relayées par les droites traditionnelles, entre les Darmanin, les Retailleau, etc. Donc on n'a pas Macron qui voulait faire barrage à l'extrême droite a fait barrage à rien du tout, et au contraire a bien accompagné cette extrême droite grandissante. On a aussi les chaînes d'infos, hein, que vous connaissez tous, les chaînes Bolloré, avec toute cette propagande qu'on a à longueur de temps dans la presse écrite, dans les médias, et il n'y a pas beaucoup de contre-feu possible en ce moment. Donc ces derniers temps, d'ailleurs, on a vu une offensive politique et médiatique extrêmement violente. Alors ça a été dans un premier temps les attaques de la gauche radicale suite au génocide d'Israël sur Gaza. On était tous antisémites, donc là les choses s'étaient inversées. Hein, il n'y avait plus d'antisémites à l'extrême droite, c'était la gauche radicale. Alors ça a été en première ligne, ça a été l'AFI, mais derrière l'AFI, c'est tout un camp qui est visé. Et puis dernièrement, avec la mort du néofasciste à Lyon, et maintenant on est des fascistes, on est le nouveau visage du fascisme. C'est plus les choses se sont vraiment inversées.
Et donc on est dans ce climat bien nauséabond, et puis ceux qui sont attaqués, ben, c'est ceux qui se révoltent, ceux qui font des mouvements sociaux, c'est des militantes antifascistes, c'est toutes celles et ceux qui se battent pour plus de justice sociale, pour l'égalité, pour l'écologie. On se rend compte que voilà, c'est des répressions policières, c'est des répressions juridiques. Donc on est quand même dans un climat voilà, pas facile, et les élections municipales elles s'inscrivent dans ce climat-là. Donc dans un climat aussi de résignation, c'est-à-dire qu'il y en a quand même plein qui se disent bon ben maintenant comment est-ce qu'on peut lutter, comment est-ce que c'est possible de faire quelque chose. Alors nous on avait l'expérience en 2020 des élections, donc on a eu avec Bordeaux en lutte, on avait fait une liste unitaire avec la France Insoumise et puis plein d'autres, plein de gens des mouvements sociaux. Sauf que 2020, bah, il y avait la réforme des retraites, et il y avait surtout une grosse mobilisation avec des grosses manifs, et qu'il y avait tout cet engouement. On s'était dit bon, peut-être qu'on va pouvoir faire basculer le gouvernement, peut-être qu'il y a encore un point d'accroche. Bon, on s'est cassé la figure, mais on avait quand même réussi à créer une liste. Il y avait une dynamique et c'était vraiment chouette. Là, on est 6 ans plus tard, et puis bah, le climat c'est pas le même en fin de compte. Et on a perdu sur plein de mobilisations, on a perdu des acquis, et même s'il y a eu quelques mouvements, hein, bien évidemment, il y a eu le mouvement Bloquons tout en septembre 2025, pareil, on y a cru, puis bah, ça s'est facilement essoufflé. Heureusement, il y a eu le 8 mars dernièrement avec des mobilisations qui ont été énormes pour les droits des femmes, et peut-être que justement ça viendra des mouvements féministes aussi, cette révolte. Il y avait plus de 12 000 personnes à Bordeaux, c'était dynamique, c'était très jeune. Donc ça, c'est vraiment le côté très positif, et c'est ce qui nous permet de garder espoir aussi. Et donc, dans ce climat de résignation, de fatigue, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment est-ce qu'on peut gagner encore des batailles, comment est-ce qu'on peut encore gagner des acquis que depuis, qu'on perd depuis quand même pas mal de temps. Et il y a eu aussi espèce de point de bascule sur le 17 février. Je pense que tout le monde vous en rappelez. C'est à l'Assemblée nationale où il y a eu une minute de silence pour ce fasciste. Et là, on s'est dit mais c'est pas possible en fin de compte. Et il n'y a pas eu beaucoup, à part le groupe Lyot, qui est quand même pas un groupe de gauchistes, qui a dit que non, il voulait pas participer. C'est-à-dire qu'il y a eu une pression, je pense, très très importante, notamment au niveau de la FI, parce qu'ils étaient là, ils se sont levés, ils ont fait la minute de silence, comme tous les autres groupes présents à l'Assemblée nationale. Et il y a quand même jamais eu de minute de silence pour les morts dans la rue de la pauvreté, pour les migrants qui essaient de traverser la Méditerranée, pour toutes celles et ceux qui sont assassinés par l'extrême droite, par les violences policières, etc. Il n'y a jamais eu ça, et ça a été... on a senti qu'il y avait quand même quelque chose dans le climat quand on discutait avec les gens, en disant que c'était une sidération. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à sortir de cette sidération, parce que sinon on va se faire complètement écraser. Donc, pour revenir aux élections municipales, on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'on présenterait une liste dans ce climat-là, sachant que, bien évidemment, on n'est pas les seuls à gauche à présenter une liste. Il y a d'autres groupes, notamment d'autres groupes d'extrême gauche, que ce soit Révolution Permanente, que ce soit le NPAR, que ce soit Lutte Ouvrière et la France Insoumise, que nous, on ne classe pas comme extrême gauche, même si le gouvernement veut les caser dans l'extrême gauche. Donc voilà, c'est des camarades, mais pas d'extrême gauche en tous les cas. Et donc, dans ce climat-là, voilà, on peut se dire, pourquoi est-ce qu'on se présente? Et nous, on se dit que on s'est présenté parce que c'est encore important de faire vivre ces idées, parce que justement, il n'y a pas beaucoup d'espace pour les annoncer, pour dire qu'il y a un problème avec le capitalisme, qu'il y a un problème avec la fascisation de la société, et qu'il va falloir faire une unité, faire du commun, faire tout ça pour pouvoir un peu résister à toute cette ambiance. Et donc au début, notre objectif, c'était de faire une liste unitaire avec la France Insoumise, comme ça s'était passé en 2020. Ça avait été possible, on a fait de longues discussions, et ça n'a pas été possible parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'était s'allier avec la majorité sortante, et que nous, on avait dit, non, maintenant, on peut pas s'allier avec le PS, on les connaît par cœur, et ils n'ont pas changé, ils ne changeront jamais. Et donc non, nous on préfère faire une unité avec d'autres gens. Donc là il y a le NPA qui est présent en tant que parti politique, mais c'est le seul parti. Après c'est des gens qui sont militants dans des associations. Alors nous on n'aime pas parler de société civile parce que ça veut rien dire. En fin de compte, les gens ils sont tous de la société civile. C'est-à-dire qu'après il y a des militants, il y a des gens qui sont investis dans différents domaines. Et donc notre liste elle est plurielle.
il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des ouvriers, il y a des gens qui travaillent dans des cinémas, il y a des gens qui sont enseignants, qui sont dans la culture, qui sont voilà un peu partout, et on est assez content, même très content d'avoir pu faire cette liste, parce que ça n'a pas été facile. On s'y est pris tardivement suite voilà, à nos discussions, et puis donc il a fallu trouver 67 noms. Ça a été une lutte difficile, et puis on s'est quand même rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient sensibles aux idées qu'on pouvait développer, et qui nous ont rejoints, et donc c'est pour ça que voilà, on a eu un petit mois de campagne. On ne sait pas si on arrivera à aller au second tour. On l'espère, mais bon, on va être assez réaliste. Les sondages sont moyennement positifs. Si on n'arrive pas, si on franchit les 5%, notre objectif, c'est de demander une fusion peut-être avec la France Insoumise, s'ils n'ont pas envie de rentrer dans les exécutifs avec Urmic. Et puis sinon, c'est pas très grave, parce qu'on a réussi à rencontrer plein de gens très chouettes, à se dire que voilà, est-ce que ça sera possible de construire un après, et c'est ça notre objectif, de faire des mobilisations, de pouvoir faire des réunions dans les quartiers populaires, de pouvoir faire plein de choses, et puis de continuer de dénoncer la politique que la gauche au pouvoir local n'a pas pu mener, c'est-à-dire qu'on se rend compte que 6 ans après l'élection d'Urmic, dans les quartiers populaires, il y a toujours la même misère, c'est toujours aussi difficile de trouver du travail, c'est toujours aussi difficile, il n'y a toujours pas de comment ça s'appelle, de trucs pour la santé, de dispensaires de santé, ce qu'on a réclamé pendant 6 ans. Il n'y a toujours pas pour les logements, on n'a toujours pas réussi à loger toutes les personnes, etc. Donc voilà, on a un objectif, c'est de dire que la politique qui est menée, elle n'est pas idéale en ce moment, et qu'il va falloir lutter, qu'il va falloir faire bloc, qu'il va falloir réveiller l'antifascisme, le crier haut et fort, qu'on ne se laissera pas faire, qu'on ne se résignera pas, et que notre liste, elle est féministe, écosocialiste, antifasciste, et qu'on continue de lutter. Bonsoir à tous et à toutes. Pardon. Donc je vais aborder le sujet des services publics. Alors, quel est le constat que l'on porte aujourd'hui, et qu'est-ce que nous on entend par service public, et qu'est-ce que ça devrait concerner en fait? Alors, la santé, bien sûr, les transports, l'éducation, le logement, le social, l'alimentation, l'énergie. En fait, autant dire que qui que nous soyons dans cette salle et à Bordeaux, quel que soit notre âge, notre profil, notre parcours, on est tous concernés au quotidien par les services publics. Alors, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qu'on nous propose en guise de service public à Bordeaux? Eh bien déjà, on nous propose de la rigueur budgétaire et un non-accès aux services essentiels. Déjà, pour arriver à connaître ses droits, pas pour y accéder, rien que pour les connaître, ses droits, c'est déjà une bataille. Par exemple, si on n'a pas accès au numérique, si on est une personne âgée, si on parle pas bien le français, si on est une personne en marge, on va pas pouvoir facilement accéder à un rendez-vous, se faire connaître. Et quand on y arrive, quand on arrive enfin à connaître à quoi on a droit, alors il y a une autre bataille qui s'enchaîne et qui commence pour avoir un rendez-vous. Une fois que le dossier est constitué, on va avoir une liste d'attente interminable, insupportable, qui peut aller parfois jusqu'à des années pour pouvoir aboutir à un dossier. Donc les services essentiels, j'en veux comme exemple la fermeture ou la réduction des permanences de la CAF, qui font que les traitements de dossiers se rallongent, l'obtention de rendez-vous également, la fermeture de certains bureaux de vote dans des quartiers. Alors on virtualise, on dématérialise à tout va, on réduit le nombre de salariés. Pendant ce temps-là, en face, il y a des gens qui sont dans la précarité,
qui sont dans l'hyper-précarité et qui sont pas des numéros, qui attendent des rendez-vous, que des dossiers aboutissent. Et ben, pendant que on essaye de faire avancer les dossiers par manque de salariés en face, ben, eux, ils essayent de survivre, tout simplement. Ça, c'est insupportable. Alors évidemment, quand on parle de service public dans les grands débats, on pense tout de suite à l'hôpital public et à l'éducation. Ben, l'éducation, à quoi on assiste depuis quelques années? Alors, soit on veut se rendre à l'université ou faire des études, et là aussi, on est face à des listes d'attente interminables, soit pour l'accès au cursus ou l'accès au logement étudiant. Bon, vous allez me dire, c'est pas une compétence municipale, mais pour tout service public, la ville peut s'élever et aller contre certaines décisions au niveau national. Mais quand on se balade un peu sur les quais des Chartrons, ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit fleurir des bâtiments avec de magnifiques écoles de commerce privées. Et dans ces écoles de commerce, vous n'allez pas apprendre à aller faire de l'humanitaire au fin fond de l'Éthiopie. Hein, vous allez apprendre comment faire du bon management, du bon marketing, du bon commerce, apprendre la bonne logique de rentabilité. On déplore aussi, bien sûr, de façon générale, un désengagement financier chronique de ces services publics, la suppression des moyens matériels. Je pense aux lits d'hôpitaux, je pense aux places de crèche, à l'état de certaines salles municipales, de certains locaux qui accueillent nos associations, au manque d'accès à Internet dans certains locaux, et bien sûr à la suppression, à la diminution chronique des moyens humains, le personnel aidant, le personnel soignant, les psychologues publics. Je vous parle pas des longues files d'attente pour avoir des rendez-vous dans les structures comme les CMP, les suppressions de postes des encadrants sociaux, les encadrants du handicap. On nous vend à tout va de l'inclusif, de l'accueil des personnes handicapées dans les cursus dits ordinaires. Mais où sont les AESH, où sont les ASM? Disparus. Alors, maintenant, qu'a fait la mairie? Un petit bilan s'impose. Alors, en préambule, il paraîtrait, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, que Bordeaux accueillerait 2000 nouveaux habitants par an. Et pourtant, elle suit cette rigueur budgétaire qui est de mise au niveau national, en appelant ça une responsabilité budgétaire. Elle a privilégié la logique de privatisation via la délégation de services publics, les concessions, et les partenariats publics-privés. Elle a abandonné le tissu associatif en se désengageant financièrement et au niveau de l'accompagnement de ces structures, alors que ces structures, elles remplissent des missions de service public et qu'elles maintiennent souvent le dernier lien entre les gens dans les quartiers, les tiennent informés et leur donnent accès à une culture populaire, variée pour toutes et pour tous. Et qu'ont fait nos collègues depuis 6 ans quand ils ont siégé à la mairie, eh bien ils ont tenté de s'opposer à tout ça, de dénoncer, sans être vraiment entendus. Et ça, voilà. Pour la continuation du combat, qu'on propose, enfin ce qu'on ne veut plus, pour parler comme ça, on ne veut plus de délégation de services publics à des grandes entreprises qui sont dans une logique capitaliste 100%. On ne veut plus de privatisation, on ne veut plus de démantèlement des structures de proximité. Pour nous, les services publics doivent être avant tout inclusifs, anticapitalistes et démocratiques. On propose un plan d'urgence sociale pour plus de proximité, pour faire face à tous les âges, pour répondre aux besoins de tout le monde, quels que soient les profils, les origines, toutes les populations qui composent cette ville. On propose des régies publiques qui doivent être étendues non seulement qui doivent recouvrir le transport, la santé, l'agriculture, l'énergie, l'alimentation. Ça a été fait pour l'eau, pour la gestion de l'eau dans Bordeaux Métropole, la gestion du stade Matmut Atlantique, Pacifique. Et il n'y a pas si longtemps, pour les plus âgés d'entre nous, la distribution d'électricité était publique aussi. Et
si je ne m'abuse, l'électricité, sans ça, on fait pas grand-chose. On n'a pas accès au numérique, on n'a pas... Il y a plein de choses, hein. Voilà. Donc tout ça, c'est pas une fatalité. Tous ces choix que nous impose la mairie depuis des années, c'est un choix politique et c'est une vision globale. Donc on veut des moyens supplémentaires pour redévelopper les associations du quartier, ce qui permettra le retour de la proximité, d'accès aux soins, à l'information, aux droits, et qui aura par conséquence, qui créera du rapprochement des populations par quartier, qui pourra s'informer, participer, rester vigilante. On veut rendre leur dignité au service public et regagner le respect qui est dû à toutes et à tous. Merci de m'avoir écouté. Merci Johanna, je passe la parole à Jacques. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Bon, mais déjà, je vais démarrer par vous dire un truc basique, vraiment de chez basique, quoi. C'est qu'on vit dans une société où tout s'achète et tout se vend, et que donc le problème numéro 1 est bien celui du partage des richesses, qui permettrait à chacun de vivre en pouvant se loger, se soigner, se nourrir, profiter des plaisirs de la vie. Donc, voilà, vu que je dois parler des problèmes de logement et de précarité, ben oui, tout ça, on se rend bien compte que, j'imagine, parce que comme j'ai jamais été riche, et j'imagine que pour un riche, se loger, se soigner, se nourrir, prendre les vacances, ça doit pas être un problème. Enfin, j'imagine, hein. C'est ce qu'on m'a dit dans les bouquins, en tout cas. Et donc je précise ça d'entrée, parce que voilà. Alors bien entendu, le partage des richesses permettra à chacun d'avoir un revenu pour vivre normalement. Alors quand je parle de revenus, c'est tous les revenus, que ce soit salaire quand on travaille, retraite comme moi quand on est en retraite, allocation si on est au chômage, pension si on est handicapé. Bon, nous on pense qu'il faudrait, vu la société actuelle, avoir au moins 2000 € par mois pour vivre. Donc je signale quand même qu'il y a 10 millions de gens sur le seuil de pauvreté, à 1000 € par mois, et même certains encore moins. Donc vous voyez qu'on est quand même très loin, voilà, d'arriver à pouvoir vivre normalement. Vivre normalement, je parle pas de faire des folies. Et encore, bon, qu'il existe, il y a plein d'associations justement qui font des trucs. La semaine dernière, c'était la nouvelle collecte des Restaurants du Cœur. Ça fait 40 ans qu'existent les Restaurants du Cœur. J'imagine que Coluche, d'ailleurs ils le disent eux-mêmes d'ailleurs, si Coluche revenait, ça enverrait du bois, comme on dit, quoi, parce que voilà, c'est pas normal qu'il y ait des millions de gens dans un des pays les plus riches, quand même, comme est la France, qu'il y ait des millions de gens qui n'arrivent à vivre et survivre que par la générosité, par les assos. Alors heureusement qu'elles existent, mais c'est pas normal, quoi. C'est vraiment aberrant. Alors bien entendu, on va me dire, oui, mais tous ces problèmes-là, bon, c'est des problèmes nationaux, ça concerne pas les mairies. Effectivement, c'est pas la mairie qui va augmenter les salaires, qui va augmenter les retraites. Alors ceci dit, quand même, là on n'est pas dans un petit village, on est quand même dans une des villes, bon, les plus importantes de France, une grande mairie donc, et bon, mais j'imagine que, ouais, une mairie quand même, une grande ville qui appartient à une métropole, il y a quand même 800 000 habitants, de la région Aquitaine, la plus grande de France, et bon, on peut se dire quand même que des mairies quand même dans des grandes villes comme ça, si une mairie, si on imagine, faut avoir d'imagination, si elle se plaçait vraiment sur une politique vraiment de gauche, c'est-à-dire anticapitaliste, ben, elle pourrait avoir quand même, elle pourrait faire quand même pas mal de choses. En tout cas, en plus, elle pourrait avoir un poids, même au niveau national. Une mairie d'une grande ville comme ici, par exemple, qui va mettre en place la loi de réquisition, qui serait un truc minimum quand même. Quand on pense qu'il y a des dizaines de milliers de logements vides sur la métropole, il y en a 12 000, je crois, à Bordeaux, et il y a encore des gens qui meurent à la rue. Encore la semaine dernière, il y a un gars de 52 ans qui est mort à la rue à Bordeaux. Ça fait 10 lignes à Sud-Ouest qui a écrit un petit article en disant, voilà, il n'y avait pas de traces suspectes. Donc j'imagine que pour eux, c'est une mort naturelle. Un gars de 52 ans qui est trouvé mort dans la rue. Et bon, ben, j'attendais quand même un nouvel article pour nous expliquer, bon, suite
Voilà, voilà, il a disparu des radars, quoi. Et voilà, et donc, oui, bon, pour en revenir, ouais, cette loi de réquisition, une grande ville qui l'appliquerait, ben, ça pourrait avoir un impact au niveau national. Parce que, alors bien sûr, les mairies nous disent, on n'a pas le droit, etc., on va être attaqué par l'État. Mais oui, mais que l'État attaque la mairie de Bordeaux. Oui, d'accord. Oui, mais si on est vraiment de gauche, qu'on va appliquer une politique, parce que chaque fois, ils nous disent, on ne peut rien faire. C'est pas de notre domaine, c'est le domaine de l'État, et puis si on fait ça, c'est interdit, on va être attaqué par la préfecture, etc. Donc ils trouvent toujours le moyen pour dire, on peut pas appliquer une politique sociale. Par contre, pour mettre des caméras, pour armer la police, comme a dit Philippe l'autre jour, là par contre, il y a les moyens, là par contre, ils n'ont pas de problème de l'égalité ou pas, là par contre, ils le font. Alors donc, oui, ben, ça voudrait dire aussi mettre en place une vraie politique de gauche, une politique anticapitaliste et radicale. Ben, c'est pas un maire, c'est conseillers municipaux qui peuvent le faire tout seul. Ça voudrait dire aussi avoir la préoccupation de s'adresser à la population. Leur dire, voilà, on a été élus, on va mener cette politique-là, on va la mener ensemble. On a besoin, en plus, ben, tous les gens qui sont dans les associations, qui ont des compétences, qui ont des connaissances, et voilà, mettre en place vraiment une politique avec la population. Et sans compter que ça pourrait entraîner des effets d'enthousiasme dans les quartiers, s'il y avait des choses qui se mettaient en place au niveau social. Bon, voilà. Alors, oui, bon, après, bon, il y a tous les domaines, bon, par rapport à la précarité, c'est-à-dire le logement, la santé, l'éducation, la culture, etc. Et je crois que tout ça, bon, parce qu'il existe plein d'expériences partout, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs. Bon, les expériences de transport gratuit, par exemple. Quand on nous dit ici, on ne peut pas mettre transport gratuit, bon, ça coûte un pognon de dingue, etc., comme dirait l'autre. Mais sauf qu'il y a plein de villes où ça existe. Alors des villes où c'est transport gratuit pour une partie des populations, mais il y a des villes où c'est pour tout le monde. Ces villes-là, il n'y a pas de chaos, il n'y a pas de faillite, elles fonctionnent. Donc si ça marche ailleurs, pourquoi ça ne marche pas à Bordeaux? Voilà, nous on est simple dans notre façon de voir les choses, quoi. Si ça marche quelque part, ça devrait marcher ici aussi, quoi. Bon, pareil pour la santé. Voilà, bon, ça existe dans certaines villes aussi. Je connais une ville en Dordogne où ça existe, un dispensaire de santé communicale, de la commune, quoi. C'est-à-dire où la commune embauche des infirmières, des toubibs. Il y a même des toubibs d'ailleurs, à certaines assos, bon, ben, qui sont volontaires aussi, bon, ben, qui sont bénévoles pour faire tourner justement un dispensaire, et ça marche. Donc, si ça marche ailleurs, ça pourrait marcher à Bordeaux, et il y en aurait besoin en plus. Bon, ben, pareil, bon, un autre truc qui existe dans certaines villes, il y a des cantines solidaires, ou mises en place par des assos, ou mises en place par des communes. Bon, ben, et ça marche. Ça marche, ça permet, alors c'est pas les restos du cœur que pour les pauvres, c'est les cantines solidaires, où les gens qui ont les moyens, ils vont payer 10 euros, 15 euros, ceux qui n'ont pas les moyens, ils payeront que 2 ou 3 euros, ceux qui n'ont pas un rond, ils pourront bouffer au moins, parce que c'est important pour vivre, et voilà, et ça fonctionne. Alors bien sûr, c'est pas des trucs pour faire du fric, c'est pas des trucs qui vont faire qu'il y a des gens qui s'en mettront plein les poches, mais c'est un truc qui sera utile pour la population. Et donc voilà, tous ces exemples-là, bon, je voulais terminer là-dessus. Je voulais juste terminer par un exemple qui existe, parce que c'est un des seuls que je connais d'ailleurs, même si c'est pas ici, hein. C'est en Andalousie, la ville de Marinaleda. Alors c'est une petite ville de 2000 et quelques habitants, c'est une ville agricole, en Andalousie, c'est pas Bordeaux bien sûr, mais ça fait 50 ans qu'il y a une mairie anticapitaliste, et qui applique, alors j'ai plus en tête les chiffres, mais les loyers c'est 15 euros par mois, en fait, c'est comme ça. Et ça marche. Alors bien sûr, on peut pas appliquer, on va pas dire, ouais, mais Bordeaux, 200 quelques mille habitants, Marinaleda, 2000. Bon, je dis pas qu'on peut appliquer tout ce qui se fait partout pareil, mais il n'empêche que, voilà, s'il y a des choses qui se font comme ça, et qui marchent, et le maire, d'ailleurs, de Marinaleda, je sais pas si c'est toujours le même, il a été élu pendant des dizaines d'années. Donc, a priori, c'est pas trop mal, hein, comme un politique, hein. Donc, je voulais dire au maire de Urmic, mettez en place une politique anticapitaliste, vous allez voir, ça fait pas fuir les gens. Bon, alors, je termine là-dessus pour rigoler un peu. Merci. Karima, tu
va pouvoir développer notre programme culture maintenant. Non, à peine. On n'a pas de programme, justement. Mais on a des idées. Justement, hier soir, alors à propos de culture, on était avec Philippe au débat sur France 3. Et on l'a encore vu, les sujets préférés des journalistes et des candidats sur la sécurité, les embouteillages, aménager les allées de tournis. On n'y parle jamais de culture. Et lorsqu'on en parle, il y a une allusion à un petit moment, c'est en termes d'événementiel, d'attractivité. Bref, on parle là, pas de culture, mais de communication et de marketing. Donc déjà, nous, on pense qu'il y a des cultures et que toutes devraient pouvoir trouver leur expression à travers, entre autres, les arts, la musique, le théâtre, la littérature, le cinéma, la peinture, etc. Donc, quelle place ont les arts dans notre ville? D'abord, bilan de la mairie. Là, on voit un gros décalage, mais énorme, entre le projet, entre les écrits et la réalité. Notamment, on peut le voir très concrètement à travers le budget. Le projet culturel de la mairie, on aurait pu l'écrire nous-mêmes. Inclusivité, les habitants, les quartiers, etc. C'est extraordinaire. Et puis par contre, quand on va fouiller un petit peu du côté des moyens qui sont donnés, là, c'est pas tout à fait la même chose. Déjà, alors, ça mériterait d'être vraiment très détaillé, mais là, en 5 minutes, l'idée, c'est aussi qu'on puisse échanger après, ça va être difficile. Déjà, l'aide accordée aux associations artistiques se partage entre un peu de fonctionnement et beaucoup d'appels à projets. Alors, ils appellent ça le FAE, c'est le Fonds d'aide à l'émergence et à l'expérimentation. Ça fait assez rêver. En réalité, ça précarise encore plus les artistes parce que sous ce joli nom, ce sont des appels à projets. Donc on oblige les artistes, les compagnies, et entre autres, mais pas que, les artistes plasticiens, photographes et tout le monde, à faire, alors à monter des dossiers avec une 9 langues impossible, à faire des budgets qu'ils iront présenter en 8 minutes devant, c'est vrai ça, 8 minutes chrono, devant des agents des services culturels qui présenteront en bloc au conseil municipal qui devra voter en bloc des aides sans en connaître les détails. Donc nous, ce qu'on demande déjà, ce sont des aides pluriannuelles pour que les artistes créent en toute liberté. Ensuite, la mairie se vante d'un bilan sur l'éducation artistique et culturelle. Alors là, c'est intéressant parce qu'en plus, dans leur budget, ça arrive juste après la page sur l'accueil de l'étape du Tour de France cet été à Bordeaux. Alors, la dotation pour l'éducation artistique et culturelle est de 316 000 € prévue en 2026 pour l'année. En comparaison, pour 2026, le budget pour accueillir le Tour de France une journée, c'est 270 000 €. Et alors, en plus, il y a déjà eu un vote fait l'année dernière sur l'accueil du Tour de France, donc de l'argent débloqué. D'après Philippe, c'est à peu près 700 000 € qui vont être débloqués pour une journée à Bordeaux, en plein mois de juillet, où les Bordelais sont pas là. Donc en une journée, on va dépenser l'équivalent de 2 années d'éducation artistique et culturelle. Donc ce serait intéressant, aussi sympathique et populaire soit l'événement, ça aurait été intéressant de demander à la population, entre une journée de Tour de France et le doublement des actions d'éducation artistique, ou 2 années d'éducation artistique, ce qu'ils auraient choisi. Je suis pas sûre que c'est le Tour de France qui aurait remporté le concours. Autre problème, l'équipement. Alors, Bordeaux, on pourrait presque parler d'une exception culturelle bordelaise, tant les équipements sont faibles par rapport à d'autres villes, comme Toulouse, Rennes, par exemple, y compris dans le centre-ville. C'est assez... il y a très peu de salles, en fait, à Bordeaux. Alors, il y a beaucoup de petites salles dans le privé, mais au niveau des équipements culturels, même dans le centre-ville, on est très en deçà de ce qui pourrait être fait. Alors, on ne parle même pas des quartiers ou des nouveaux quartiers, enfin, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, en fait, toutes ces salles, le peu de salles qui existent, théâtre, concerts, sont devenues très difficiles d'accès et aux artistes et au public.
Il suffit d'ailleurs de discuter avec des personnes, une ou deux générations, où on apprend que, par exemple, bon, on pouvait très facilement, à 18-20 ans, aller à Barbet, hop, faire un concert. Enfin, les théâtres, c'est pareil, hein. On pouvait aller dans les salles, monter son spectacle, enfin voilà. Donc là, c'est impossible maintenant. Voilà. Par ailleurs, donc là, je parle du centre-ville, mais ça manque cruellement encore plus dans les quartiers populaires et dans les nouveaux quartiers. Exemple, Ginko, un camarade, Ginko c'est 10 000 habitants, un camarade nous expliquait qu'il y avait un projet qui avait été prévu de salle multifonction, qui était très attendu par les habitants, et le projet vient d'être abandonné. Il y a eu des courriers faits des habitants à la mairie, mais pour l'instant il n'y a pas de réponse. C'est quand même assez hallucinant. Alors, autre exception culturelle bordelaise, quand même, c'est la métropole. Moi, j'ai été interpellée par une personne de la Direction régionale des affaires culturelles, hein, c'est les représentants de l'État de la culture en Nouvelle-Aquitaine. Bordeaux, la métropole donne quasiment pas, je ne sais même pas s'il y a un service culture d'ailleurs, ils donnent un peu d'argent comme ça, ils ont l'été métropolitain, voilà, mais ils donnent très très peu d'argent à la culture, alors qu'ils en ont, je crois, les compétences. Donc voilà, nous on en a déjà parlé à propos de démocratie directe. Ce dont nous avons besoin, entre autres moyens, mais ce sont surtout des lieux beaux, agréables, où on pourrait se rencontrer, discuter, créer, échanger, des lieux d'art, mais aussi de démocratie directe, d'éducation populaire, d'échange, d'entraide. Il ne s'agit pas d'avoir un projet culturel, artistique, pour rendre la ville plus attractive, mais il s'agit véritablement de déployer des moyens pour que les cultures et les arts soient partout dans la ville et que la population puisse s'en emparer. Merci. Je vais passer le micro à Philippe Poutou et puis après on essaiera d'avoir un petit échange, un petit temps d'échange. Voilà, on n'a pas pu développer tout notre programme. Donc vous avez peut-être plein de questions pour savoir un peu ce qu'on défend, etc. Salut à toutes et tous. Donc oui, l'idée c'est de discuter le plus largement possible. Bon, on devrait y arriver. On est suffisamment nombreux et pas trop nombreux pour pouvoir échanger un petit peu. Donc là, on arrive à la fin d'une campagne. Ça va vite, très vite. On a même l'impression qu'on n'a pas eu le temps de vraiment démarrer notre campagne. Bon, c'est vrai qu'on est parti très très en retard par rapport à d'autres. Et bon, c'est un peu dommage pour nous parce qu'on a réussi à construire une équipe dans l'urgence, dans les difficultés, ce que disait Béatrice au début. Mais c'est quand même frustrant d'en être déjà à la fin, même si en même temps on sera content d'arriver à la fin. En sachant que en fait la campagne c'est une séquence très particulière. C'est un moment où on est censé faire de la politique et c'est même les seuls moments où on est censé en faire. Bon, il y a des politiciens professionnels, ils en font toute l'année et ils s'occupent de nos affaires toute l'année. Hein, et ils s'en occupent très bien. Mais nous, par contre, on est assez cons pour faire de la politique qu'à ce moment-là. Quand je dis nous, c'est la plupart d'entre nous. C'est là où on se retrouve, c'est là où on discute, c'est là où on réfléchit un petit peu. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est qui qu'on va choisir? Qui va nous représenter? Et tout ça. Enfin, voilà. Et on a même des super débats. Hier soir, c'était France 3. Et la semaine dernière, c'était sur Sud-Ouest, où là, on peut vraiment faire de la politique très largement avec tous les candidats qui ont plein d'idées, et plein d'idées nouvelles. Voilà. Alors nous, ça, en fait, on est des militants et des militantes. On fait de la politique, en réalité, très souvent. Et même au quotidien. Mais la difficulté qu'on a, et c'est en lien aussi avec le mandat qu'on vient de faire, c'est qu'on est d'abord en nombre plutôt faible, et puis on sent bien qu'on manque de disponibilité, de capacité même à faire passer les choses. Et c'est d'autant plus dommageable là qu'on a vécu donc 6 ans au sein du conseil municipal et au sein du conseil métropole. On était des élus anticapitalistes, Evelyne et moi à la municipalité, puis moi j'étais tout seul à la métropole. Ce qui n'est pas rigolo du tout, parce qu'à la métropole, il y a quand même 103 conseillers et conseillères. Et quand on est tout seul sur 103, c'est lourd à porter.
Et au conseil municipal, on est 2 sur 65. Mais ce qu'on regrette beaucoup, plus ça va, plus je le formule, parce que là, on arrive à la fin du mandat et à la fin de la campagne, et il n'y a pas de nostalgie du tout, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret dans le sens où on a essayé de faire les choses, on a essayé de faire le mieux possible, mais c'est vrai qu'on peut quand même constater qu'il y a des tas de choses qu'on n'a pas été capable de faire et qu'on pourrait regretter de ne pas avoir été capable de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, en étant élu dans un conseil comme le conseil municipal de Bordeaux ou le conseil de la métropole, en fait, on apprend énormément de choses. On voit de près ce que c'est que la démocratie institutionnelle, la démocratie de la République. On voit de près à quel point c'est pas du tout démocratique. On voit tous ces acteurs de la vie politique qui sont pour beaucoup complètement dépolitisés. D'ailleurs, ça devient des organes de gestion. C'est tous des gestionnaires. Ils n'y connaissent pas grand-chose de politique. D'ailleurs, ils discutent jamais de choix politiques. Ça devient, les partis de droite comme de gauche, ça devient des concurrents. Et chacun ou chacune essaie de faire la démonstration que ce sont les meilleurs gestionnaires potentiels du système. Et c'est ce qu'ils font tout le temps, et ils se disputent parce que voilà. Et puis d'ailleurs, quand on discute budget, quand eux ils discutent budget, ou quand ils discutent des affaires de gestion courante, ils reprennent tous à peu près le même vocabulaire. Vous savez, c'est les histoires de déficit, les histoires d'épargne, les histoires de taux, voilà, tout ce qui peut être les contraintes financières. Et en fait, c'est très dépolitisant, et on ne discute quasiment jamais de choix politiques. Et donc, on ne discute en réalité quasiment jamais de la réalité de la vie des gens. Et donc, du coup, on se retrouve dans des discussions très déconnectées de tout ça. Et nous, on essayait là-dedans de se repérer d'abord, de savoir où c'est dans quel monde on était, et puis comment on pouvait intervenir. Et ça, on l'a appris un petit peu quand même. Mais là, à la fin, on se dit, voilà, on a commencé à apprendre, on a vu des choses, mais comment on transmet ça? Comment ce qu'on a fait là, comment le temps qu'on y a passé, parce qu'on est quand même beaucoup intervenu, on a beaucoup lu, on a été des bons élèves, entre guillemets, pas dans le sens qu'on essayait d'être des bons élus comme eux ils l'étaient, parce qu'on considère que c'est pas des bons élus de toute façon, mais comment on peut faire un travail utile en tant que militant et militante anticapitalistes, et comment on peut intervenir plutôt intelligemment ou plutôt finement, c'est-à-dire pas en étant le gauchiste qui fait ses grandes interventions anticapitalistes, même si on l'est, mais d'essayer d'avoir une utilité en fait, d'essayer de critiquer, pas d'être force de proposition, parce que c'est con de dire ça, beaucoup disent ça, force de proposition, on s'en fout un peu, de toute façon ils nous écoutent pas, donc il faut pas s'affoler là-dessus, on peut très bien dire les choses, ça ne sert pas à grand-chose, mais pas dans l'Assemblée, mais comment à l'extérieur de l'Assemblée, comment du côté des habitants, des habitantes ou de la population, ce qu'on peut y dire, ça peut avoir une utilité. Une utilité dans le sens que ça pourrait donner envie aux gens de faire de la politique, de s'occuper de leurs affaires, elles et eux-mêmes. Et c'est ça qu'on voulait faire, c'est-à-dire cette sorte d'aller-retour, et puis qu'en fait, ce qu'on pouvait y faire, ce qu'on pouvait y exprimer, que ça ait une utilité, que ça puisse être emparé par des gens, et puis que du coup, on arrive petit à petit à élargir en fait, ou à politiser, et puis aider à construire des outils militants au quotidien, dans les quartiers, enfin partout où on vit. Bon, ça, on n'a pas vraiment réussi à le faire, parce que trop peu nombreux, parce que trop peu disponibles, parce que trop de choses qu'on a pu apprendre en peu de temps. Et voilà, puis il n'y a pas les outils qui permettent aujourd'hui de transmettre des expériences, de faire circuler des informations. Voilà, on a des réseaux sociaux, vous connaissez ça, on a appris à utiliser Insta, on a appris à utiliser un peu plus Facebook, même si c'est un peu de vieux maintenant, mais des trucs comme ça, donc d'essayer de communiquer, on essaie avec les vieilles formules, tracts, affiches et tout ça, mais voilà, c'est aussi, on a senti toute la limite que ça avait, mais c'est pourtant fondamental. Et maintenant qu'on arrive à la fin de cet épisode-là, à la fois à la fin du mandat et à la fin de la campagne, encore une fois, on aimerait bien que tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu apprendre, ce soit pas gaspillé, ce soit pas perdu. Voilà. Et on a une petite prétention quand même, c'est qu'on pense que si on n'y est pas là, il y aura personne d'autre en fait. C'est vrai que c'est prétentieux de penser ça. On a essayé d'être une opposition déterminée et en même temps une opposition utile, une opposition constructive. On a essayé de faire ça, on n'a pas complètement réussi, ça c'est certain. Mais là, vu comment ça se présente, si on n'est pas élu, ce qui est une probabilité, parce que vous savez que pour avoir des élus, il faut faire 10%.
Et on est assez loin des 10% dans les sondages. Alors bon, on verra, de toute façon ça va vite venir, dans 3 jours on saura. Et on aurait bien aimé avoir des élus, on aurait bien aimé continuer ce qu'on a fait et commencer à apprendre. Et voilà. Et on sait que ce qu'on tente dans cette campagne-là, ça serait plus facile si on avait des élus pour le continuer après. Parce que le fait d'être élu, ça permet d'avoir une présence malgré tout, malgré toutes les limites du système tel qu'il est, malgré l'antidémocratisme profond des institutions, n'empêche qu'être dans ces institutions-là, ça permet, un peu, vous le voyez avec les députés de l'AFI au Parlement, hein, ils ne servent pas à grand-chose dans le sens où ça ne modifie pas les lois, mais par contre, ça fait caisse de résonance, et par contre, ça aide à plein de gens à avoir confiance, ou en tout cas à faire passer des idées de la colère et tout ça. Donc nous, on essaie de jouer ce rôle-là. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des élus de ce point de vue-là, en tant que militants et en tant que combattants ou combattantes qui se posent le problème de construire à la base des formes de résistance. Donc si on n'est pas élu, et là, si on n'est pas élu, ah oui, c'est un peu mieux comme ça, mais bon, c'est même un peu trop du coup, non. Si on n'a pas d'élu, c'est pas dramatique. Hein, c'est dommage, mais pas dramatique. Il y aura d'autres élus, des super élus de droite, des super élus de gauche, qui continueront à faire ce qu'ils savent faire. Je ne sais pas si vous avez vu le débat de France 3 hier. Vous avez une petite image de ce qui se passe dans un conseil, en fait. C'est globalement inintéressant. Mais si on n'a pas d'élus, c'est pas dramatique. Mais après, c'est comment. On sait que ça va nous compliquer la vie, parce que nous, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'en fait, cette séquence politique-là, on sait que c'est court. Voilà, il y aura un vote, mais à partir du 15, bon, peut-être pas à partir du 15 parce qu'il y aura un deuxième tour, il y aura un petit suspense. Est-ce que la gauche va garder le pouvoir? Enfin, la gauche, façon de parler. Hein. Est-ce que c'est la droite qui va réussir à revenir et tout ça? Bon, on a une semaine de plus pour avoir ce petit suspense-là et trouver une solution. Et à partir du 23, qu'est-ce qu'on fait? À Bordeaux comme dans plein de villes, certainement il y en a qui seront contents, d'autres qui sont déçus, mais ça changera pas nos vies. On a quand même une sacrée expérience. Il y a beaucoup de jeunes là qui ont moins d'expérience que les vieux qu'on est pour certains. En fait, les élections, c'est source de déception. Hein. Et puis ça fait toujours grandir des désillusions, du désarroi, et puis un discrédit du système, et puis du coup, aussi une forme de résignation. Et nous, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir une utilité, si on n'est pas dans les conseils, d'avoir une utilité dans le sens où comment on peut, avec l'expérience qu'on a, avec ce qu'on a vécu, aider à construire justement des collectifs au quotidien dans les quartiers et de faire de la politique et de pas arrêter, en fait, de continuer et de savoir que en fait c'est parce que nous on s'occupe de ces affaires-là, de nos affaires, qu'on peut exercer une pression et qu'on peut peut-être à un moment donné changer la donne. Ça s'appelle des mobilisations, ça s'appelle des luttes, ça s'appelle sortir de l'électoralisme et considérer qu'en fait c'est à la population de faire de la politique et de se politiser et de démultiplier les cadres d'échange, de discussion, et à travers ces cadres d'échange et de discussion, c'est comment on apprend à se réorganiser nous-mêmes, à reconstruire des outils qui sont des outils de lutte et des outils de pression pour changer les choses profondément. Et c'est ça qu'on aimerait faire. Donc l'élection va passer, derrière, quels moyens on aura. Donc c'est pour ça que ce meeting-là, c'est à la fois un meeting, on va le dire, parce qu'il faut le dire, il faut voter pour nous. Voilà, hein, comme ça c'est fait, on a fait la formule, et c'est vrai qu'on aimerait bien, hein, parce que même moralement, hein, si on fait, bon, il y a l'histoire des 5%, c'est un seuil 5%, quand on fait 5%, on est remboursé de nos frais de campagne. Voilà, donc ça c'est important, surtout quand on est pauvre, hein, Jacques en parlait. On imagine toujours, c'est mieux quand on est remboursé en fait. Et ça fait moins de dettes par la suite. Mais au-delà de cette question de remboursement des frais de campagne, c'est moralement aussi. Quand on est des militants et des militantes, quand on fait des choses, plus on est haut ou moins on est bas dans les résultats, plus ça aide à garder le moral, et puis ça peut aussi créer une petite dynamique pour faire la suite. Et on a besoin de ça. Et après, évidemment, la barre des 10, ça c'est autre chose. Si on l'atteint, tant mieux. Hein. Sachez que si on a des élus, on y va. Hein. On va pas se défausser. Et bon, voilà. Le problème qu'on a envie de poser, c'est celui-là. C'est que quoi qu'il arrive, comment on fait perdurer les choses, comment on garde des relations. Et nous, cette réunion-là, elle peut servir à ça. Et puis en sachant bien que c'est pas que nous, c'est de voir comment on peut aussi combattre dans les mouvements militants, parmi nous, toute forme de sectarisme, toute forme d'esprit boutiquier, parce que vous avez vu, hein, cette élection-là, elle est aussi marquée quand même à Bordeaux par 5 candidatures de gauche, dites radicales, ce qui est assez problématique en réalité,
c'est le reflet aussi de divergences réelles, de divergences politiques, de divergences de pratiques militantes, mais c'est aussi la démonstration d'une incapacité des milieux militants de pouvoir, à un moment donné, agir ensemble et construire ensemble, et puis éviter un gaspillage militant et réel. Donc il faut aussi arriver à se sortir de ça. Donc c'est un peu tout ça qu'on voudrait exprimer dans cette fin de campagne, et on espère en tout cas qu'il y aura une suite et qu'on pourra agir les uns et les unes et les autres pour construire vraiment quelque chose qui puisse changer la donne, quoi. Hein, voilà, on peut finir comme ça vous va? Et puis Donc, comme je le disais au début, l'idée c'est de faire un échange avec vous. On peut peut-être se dire une demi-heure, 3/4 d'heure, qu'on ait le temps quand même après de grignoter ensemble et de boire quelque chose. Donc, on va faire passer les micros si... voilà, si... Non, il y en a 2. Il y en a 3. 3. On est hyper riches. On est riches. Donc voilà, si vous avez des questions, des interrogations, voilà. Alors bonsoir, merci beaucoup déjà. Je voulais vous dire que j'ai trouvé ça très impressionnant. J'étais venue au premier meeting et je suis contente de pouvoir être présente au deuxième. J'avais 2 petites questions qui se rejoignent. Je voulais savoir si entreprendre lors de votre potentiel mandat les mesures pour la cause animale. Et si vous pouviez, monsieur Boutou, préciser ce que vous aviez voulu dire sur Instagram quand vous expliquiez l'indépendance des associations à l'égard des organisations politiques est primordiale, de même que l'inverse. Ne pensez-vous pas que c'est important d'avoir le soutien des associations plus ou moins connues et que donc, si vous ne l'avez pas, ça peut peut-être vous porter défaut de ce qu'ils pourraient dire derrière? Voilà. Merci beaucoup. On répond comme ça ou il y a d'autres questions au fur et à mesure? Ça fait référence à un incident de campagne, hein, on en a eu d'autres, mais il y a celui-là, avec L214. L214 nous a envoyé plus de 100 mails en 2 semaines. Ils ont une charte, comme beaucoup d'autres associations, mais ce qui est, justement, ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, pendant les campagnes électorales qui durent très peu de temps, 2-3 semaines, on va dire, tout le monde se réveille. Les associations se réveillent, tout le monde se réveille, voilà, on fait de la politique, allez hop, on y va, des mails, on a une charte, si vous pouviez la signer, ce serait bien, puis si vous la signez pas, c'est pas grave, mais nous, on vous note. Et donc, c'est un système de notation et de validation, d'invalidation des candidatures par les associations. Beaucoup pratiquent ça. Et on est sollicité par énormément, comme on est une petite orga, on est moins sollicité sans doute que d'autres orgas. Par exemple, le MEDEF nous a rien demandé. Si, en plus, si, le MEDEF a demandé quelque chose. Et le MEDEF, je crois qu'on n'a pas répondu. Hein. Mais la difficulté qu'on a, c'est qu'il y a plein de choses qu'on aimerait faire. Et là, ça rejoint complètement ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est en manque de moyens humains et on ne peut pas répondre à toutes les sollicitations. C'est dommage parce qu'il y a plein d'associations dont on partage beaucoup, ou en tout cas il y a plein d'associations dont on est solidaire de leur implication ou des luttes qu'elles mènent. Et là, L214, ça s'est passé de manière un peu particulière. On a d'autres associations qui nous mettent la pression, qui disent oui, si vous ne faites pas, vous aurez une mauvaise note, ça serait dommage pour vous et tout ça. Bon, voilà. Et L214, ils nous ont mal noté et ils ont fait une opération de com en disant qu'on était les candidats de la honte parce qu'on n'avait pas signé leur charte. Et donc on serait responsable de la mort d'énormément d'animaux. En tout cas, on serait indifférent, voilà. Ce qui est d'une hypocrisie dingue, parce que L214, moi je suis candidat depuis un petit moment sur plein d'élections, et on a signé plein de fois leur charte, on a défendu, et on est sur des positions antispécistes très connues du côté du NPA, et donc ils ont fait comme si tout ça, ça n'existait pas. Ils ont fait comme s'ils ignoraient nos combats, nos idées, et ils ont dit, le RN, Reconquête, le NPA, même combat, même honte. Et là, on a dit, c'est abusé quand même. Donc là, c'est un problème qui est pas grave. Après, nous, on leur a proposé de se rencontrer, de discuter, mais surtout, ce qu'on a dit, c'est qu'on était 6 ans au conseil, et jamais personne n'est venu nous aider, alors que nous, on en a appelé au soutien, aux relations, on est intervenu, je suis intervenu dans les conseils contre la souffrance animale à plein d'occasions, enfin, plusieurs occasions, et tout ça. Et là, c'est comme si tout ce qu'on avait fait, c'était pas écouté. Et puis là, au moment d'une élection, on nous dit, vous êtes pas bon.
Bon, pourquoi pas, c'est le droit aussi à chacun et à chacune de faire ce genre de choses-là, mais quand je parle d'indépendance, c'est ça, en fait. Une association, elle a tout intérêt à être indépendante politiquement, évidemment, de tout le monde. Mais une organe politique comme la nôtre, on est aussi indépendant des associations. Autant on est solidaire, autant on soutient, autant on n'est pas obligé, là, en 2 semaines, de signer des trucs dont en plus, si on devait prendre le temps de discuter, on valide pas non plus tout ce qui est fait par les associations. On peut être solidaire d'un combat, et notamment toutes les luttes contre la souffrance animale, tout ce qui est antispécisme, on soutient. Mais là, par exemple, en ce qui concerne la charte de L214, nous, on considère qu'on va en réalité plus loin, puisque nous, on dénonce un système capitaliste, on est anticapitaliste, on est antiproductiviste, on est contre le modèle agricole, on est contre les élevages, et pas seulement les élevages industriels, on est aussi pour la remise en cause du rapport de l'être humain avec le monde animal. Et donc il y a des choses qu'on partage avec L214, il y a des choses qu'on partage avec Paz, qui mène aussi à peu près le même combat, il y a des choses qu'on partage, mais on ne partage pas tout non plus. Donc du coup des fois on a signé des chartes parce que on a envie. Mais nous ce qu'on avait dit c'est qu'en fait on est une nouvelle équipe, parce qu'on n'est pas le NPA. En fait. Le NPA, il signe de suite parce qu'il est habitué, il a une commission antispéciste, il n'y a pas de souci, c'est même le national qui nous dit « Ok, c'est bon », et puis là, on peut faire ça. Mais là, on a une nouvelle équipe avec des camarades qu'on connaît plus ou moins bien, qu'on a construit, et donc nous, on a répondu à L214, on a dit « Laissez-nous le temps de discuter entre nous, en plus, c'est pas moi, Poutou, qui vais tout signer, ça n'a aucun sens. Nous, on voudrait justement faire la démonstration qu'une liste de 67 personnes, c'est une vraie liste. C'est pas juste un chef qui va décider et qui va juste utiliser les noms des autres. Donc tout ça, c'est pas pris en compte. Et ça, c'est quand même dommage. Voilà. Et c'est ce qu'on a essayé d'exprimer. Et voilà. Et c'est ce qu'on essaiera d'exprimer par la suite. C'est d'arriver aussi à remettre en place des rapports militants et des rapports de combat fraternel, convivial. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Et si on n'est pas d'accord sur tout, comment on fait mais tout en essayant de partager le plus possible de choses et même de mener des combats ensemble, comment on peut faire, comment on peut s'entraider, comment on peut se soutenir, comment nous, pendant 6 ans, on aurait pu intervenir pour L214 ou d'autres associations. C'est tout le problème qu'on peut avoir aujourd'hui, je pense. Et c'est aussi très illustrant d'un monde militant qui a des grosses difficultés à travailler ensemble, à coopérer, à partager, et en faisant la part des choses entre des nuances ou des désaccords qu'on peut avoir, mais en même temps des solidarités qu'il nous faut avoir ensemble. Donc c'est aussi, moi je trouve que c'est très illustrant de la situation. On a du travail à faire pour arriver à mettre en place des relations qui nous aident à militer et à faire en sorte qu'on gaspille moins les énergies militantes de part et d'autre et qu'on soit plus dans la coopération et l'entraide et la compréhension, y compris même des désaccords qu'on peut avoir ou des nuances qu'on peut avoir dans tel ou tel combat. Avant de faire passer le micro, je voudrais juste rajouter par rapport à ce que tu as dit, Philippe, du coup, c'est que la liste de Pierre Lhermitte, elle n'a pas été considérée comme une liste de la honte. Pour autant, le projet Pure Salmon, de méga ferme de saumon là, qui doit produire 10 000 tonnes de saumon par an, à terme, doit s'installer au Verdon, mais sur un site qui appartient au port de Bordeaux, dont la mairie est co-gestionnaire. Et ça, Pierre Lhermitte ne s'est pas opposé à ce projet. Il demande juste des garanties, voilà, par-ci par-là. Mais il s'oppose pas du tout à ce projet, qui va dans la logique en fait libérale et voilà de tous ces grands projets écocides qui sont. Donc voilà, au-delà du discours qu'il faudrait mettre avec les assos et toutes les parties prenantes là-dessus, c'est que cette action, elle a aussi des biais et voilà, je pense que c'est aussi bien de voir les limites de cette action. Donc, bonjour à tous. Moi, je voulais rebondir un petit peu par rapport à ça, à la cause animale. Je suis militant aussi au NPA depuis quelques mois et je suis très engagé aussi pour les animaux. Et j'ai milité un moment aussi chez L214. Donc, il y a eu pas mal de discussions en privé avec eux en interne par rapport à ça pour leur dire que j'étais aussi mécontent de leur action. Et faut savoir que les militants pour les animaux en général ont très peu de lignes anticapitalistes. Souvent, ils vont beaucoup être soit pour Lhermitte, soit pour le parti animaliste. C'est-à-dire des mesures, par exemple, Pierre Lhermitte, il n'a même pas signé toute leur charte, il a signé 6 critères sur les 8. Donc, ils vont juste plutôt pour lui par rapport à des mesures simples, alors que nous, c'est tout le système spéciste qu'on combat. Et malheureusement, même dans les gens qui défendent les animaux, c'est très compliqué d'avoir ce débat-là. Et en l'occurrence, à Bordeaux, j'ai réussi à en parler
à ce que les gens écoutent et qu'on essaye de changer un petit peu. Donc on a pu faire remonter un petit peu nos désaccords au national, mais il n'y a eu aucune écoute. À 214, ils ont vraiment une ligne apolitique au maximum, et donc du coup ils veulent pas s'impliquer là-dedans et ils pensent qu'à leur charte. Et moi, voilà, en tant que militant pour les animaux, je trouve ça un petit peu dommage. Et je pense que l'anticapitalisme et l'antispécisme, ils vont ensemble. Il n'y aura pas d'anticapitalisme sans antispécisme, et inversement, pas d'antispécisme sans anticapitaliste. Voilà. Mais du coup, pour en revenir à ce qu'on vient de dire, est-ce que dans ce cas-là, Nordine, qui lui a signé la charte et 7 mesures sur 8, vous critiquez justement le fait qu'il ait signé? Non. Non, du tout. Comparé à ce que Pierre Urmic ait signé lui et que vous disiez que justement c'était un peu une façade. C'est pour ça. Pierre Urmic, on sait que les écolos sont au pouvoir. On sait qu'ils ne s'opposent pas au projet M, qui est profondément écocide. On sait qu'ils ne s'opposent pas à l'usine de saumon au Verdon. On sait qu'ils ne s'opposent pas au data center. Donc on sait que c'est des écolos qui ne sont pas des écolos. On sait qu'un écolo qui ne s'oppose pas aux logiques libérales ne peut pas être écolo. Donc là, sur la question de la souffrance animale, on sait qu'ils se contredisent. Après, la FI ne sont pas au pouvoir. On n'en sait rien, on ne va pas étudier. Nous, on s'occupe de nous déjà, premièrement. On s'occupe de nous et de ceux qui sont déjà au pouvoir et qui se contredisent et qui bluffent. Voilà. Donc on sait aujourd'hui que le Parti des Verts, mais c'est pas une découverte, les Verts, ils ont déjà été ministres dans plusieurs gouvernements et on sait qu'ils ont été dans des gouvernements qui n'ont jamais rien fait pour la planète ou jamais rien fait pour l'écologie. On peut parler de Hulot, on peut parler d'autres avant. Donc ça on sait, donc quand on sait, on peut le dire, c'est clair. Voilà. Après, les autres qui sont pas au pouvoir, en fait, souvent les contradictions, on les voit quand les gens sont aux affaires et puis qu'ils peuvent faire la démonstration que soit ils sont cohérents, soit ils sont vraiment dans des logiques, là pour l'écologie, mais même pour les questions sociales, soit ils ne le sont pas. Voilà. Donc après, nous, on dit juste, voilà pourquoi ça s'est passé comme ça et ce que nous on pense et on discute de nos rapports, nous, avec le milieu militant associatif et qu'on aimerait bien qu'il soit un peu différent et qu'on aimerait bien qu'il y ait des cadres de discussion permanents en fait. C'est pas évident parce que les assos elles sont toujours très craintives des politiques, un peu comme les syndicats. Ils ont peur que quand ils discutent avec un parti politique, ce soit apparenté comme un soutien à un parti politique. C'est pour ça que je parlais de l'indépendance. Les syndicats, c'est pareil. Quand on veut faire des collectifs unitaires, c'est toujours difficile. Un collectif unitaire, syndicat, assos, parti politique, tout le monde est gêné. Oui, mais bon, si on vient là, ça veut dire que peut-être on est avec ce parti-là ou pas. Et c'est très difficile à construire un cadre unitaire, ou en tout cas un cadre où on peut échanger, discuter, mieux se comprendre et voir comment on peut partager les combats, quelles sont les limites, les désaccords, comment on peut avancer. Voilà. Nous, on discute de cet aspect-là. Et on fait le constat qu'on est loin du compte, en fait. On n'est pas capable de faire ça. Et c'est pour ça que je parle d'indépendance réciproque. Un syndicat revendique une indépendance par rapport au parti politique, c'est complètement légitime, et l'histoire a montré que c'est quand même assez important que les syndicats aient leur propre autonomie. Les associations, c'est pareil, elles ont besoin, et c'est légitime. Et j'ai inversé le truc volontairement, c'est qu'un parti politique, c'est pas une espèce à part, c'est pas une race à part, on est des gens comme tout le monde. Et on est organisé, on a des idées, et on aimerait bien qu'on nous dicte pas des choses, on aimerait bien alors qu'on est souvent avec des moyens limités et tout ça, on aimerait bien qu'on nous parle pas comme ça en fait. On a assez du pouvoir qui nous parle mal, on a assez de la police ou de la justice qui nous réprime, on aimerait bien que des camarades de lutte dans certains cas de figure soient pas là pour nous dire vous êtes un candidat de la honte. Enfin, c'est quand même, on se dit mais si on en est là, hein. Voilà, ok. Donc on passe. Bonsoir. Je voulais commencer par vous remercier pour votre intervention et vos explications. Moi, j'avais une question par rapport à un thème qui me tient particulièrement à cœur, celui de la démocratie directe. Je voulais savoir un peu si vous pouviez nous en dire plus sur la façon dont vous voudriez voir un peu la démocratie directe ou participative être mise en place à Bordeaux. Merci. Oui, alors effectivement, on pense que les modalités, on ne va pas les détailler ici, mais c'est vrai qu'on pense que
tant que, en fait, la mairie de Bordeaux, si on reste dans le cadre municipal, la mairie de Bordeaux a mis en place un certain nombre de dispositifs de démocratie qui n'ont pas fonctionné, qui se passaient en ligne, qui n'ont pas mobilisé les gens. Et la raison principale, c'est que c'est pas décisionnaire. Et donc, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est d'avoir, je parlais des lieux dans le volet culture, mais ça concerne aussi les espaces de démocratie directe, c'est-à-dire repenser tous les quartiers, faire peut-être des micro-quartiers, avoir des endroits où les gens se retrouvent, qui discutent des projets qui les concernent sur le quartier, mais aussi sur la ville, qui participent au budget de la ville, qu'on puisse distribuer des thèmes sur lesquels on discute, c'est-à-dire on va sortir, en fait on casse complètement le cadre actuel du conseil municipal, qui est quand même une fausse démocratie, où le maire a énormément de pouvoir. Donc l'idée, ce serait, après les modalités techniques, ça se travaille, ça s'étudie, c'est quelque chose qui pourrait se faire d'ailleurs après cette campagne, ce serait d'avoir comme ça tout un tas de lieux qui décident, mais que vraiment ils décident. C'est pas juste consultatif ni représentatif comme c'est aujourd'hui. Voilà, c'est un peu l'idée. On a un petit peu regardé du côté de Porto Alegre au Brésil, qui a fait ça pendant très longtemps. Et donc, je le disais au dernier meeting, au départ, ils étaient à peu près 1000. Porto Alegre, c'est une mégalopole. Hein. Aujourd'hui, c'est 4,5 millions d'habitants. À l'époque, quand ça a été mis en place fin des années 90, on devait être autour de 3 millions et quelques. Donc au départ, ils étaient à peu près 1000. Très vite, ils sont 30 000. Sans affiches, sans tracts, sans rien. Juste, quand les gens ont compris que ce qui était décidé là était mis en place, parce qu'il y avait aussi des personnes, des gens de la population qui veillaient à ce que les décisions prises concernant les budgets, concernant toutes les thématiques, l'aménagement, ça concernait tous les secteurs. Hein. Je parlais de culture, mais c'était la culture, les transports, le logement, l'équipement. Et quand les gens ont compris que ce qu'ils avaient discuté et décidé là était mis en œuvre, tout le monde y est allé. Et ça faisait des assemblées énormes. Donc l'idée, ce serait ça. Après, on n'est pas dupe, ça ne va pas venir comme ça d'un coup. On pense qu'il faut effectivement une pression de la population pour arriver à ça. Mais peut-être qu'on peut, en attendant les luttes, y réfléchir, tout au moins. On peut prendre encore 2 questions, peut-être. On est un peu pris par le temps, parce que là, on doit rendre la salle à 23h. Oui, camarade. Bonjour les camarades. Oui, je rebondis rapidement sur ce qu'a dit la camarade juste avant, et ta question est totalement légitime et très importante. Il faut comprendre par contre que la démocratie directe, il n'y a pas de démocratie directe sans lutte et inversement. Et actuellement, si on veut réussir à faire des minimums d'espérance de démocratie directe, il faut déjà avoir le temps pour pouvoir y participer. Donc avant tout, réussir à créer des mouvements de foule, des manifestations et tout. Et même, j'irai même plus loin, c'est que la démocratie directe, faut la repenser par rapport aux expériences qu'on a eues, surtout en Russie, par exemple, ou en Allemagne. Donc, parce que, je sais pas, vous savez ce que ça veut dire soviète en russe? Ça veut dire conseil. Donc en tout, en fait, c'est comme des AG et tout ça. Donc de base, l'Union soviétique, ça devait être une sorte de république de conseil démocratique et tout, élue par la base, où ils élisaient des délégués révocables. Et il y a toute une littérature très intéressante qu'on dit, qui s'appelle communisme de conseil, que je vous conseille, qui est très intéressant. Et donc c'est vraiment les formes de démocratie directe que je pourrais dire les plus abouties. Et tout se fait que là, dans les mobilisations récentes comme la réforme des retraites, il y a eu des AG et tout. Le problème, c'est que ces AG-là, c'était au final une minorité de personnes qui pouvaient venir parce que forcément, il faut avoir le temps. Et deuxième chose aussi, c'est qu'après, les mesures qui avaient été votées pendant ces AG n'étaient pas forcément appliquées parce qu'il y a un manque d'organisation. Et là, actuellement, est-ce que vous connaissez vraiment beaucoup d'AG où il y a eu vraiment des débats et tout, des votes, où après ça a vraiment été fait? Moi, personnellement, je ne connais pas, que ce soit à la fac ou encore pendant la réforme des retraites ou dans d'autres moments. Donc, cette question-là doit être vraiment être très important à réfléchir, et même c'est important pour notre société future qu'on veut créer, vu qu'avant tout, quand même, le communisme, c'est à chacun sont ses moyens, à chacun sont ses besoins. Donc, voilà, quoi, démocratisons tout ça, on va exproprier les patrons, on va exproprier Mola, voilà, hein, bon courage à vous.
Bonsoir. Je pense qu'on partage tous le constat que la précarité à Bordeaux, ça a explosé, qu'elle soit la précarité étudiante. Il suffit de voir devant le Krishna lors des distributions alimentaires le monde qu'il y a, c'est affolant en 2026. Le nombre de personnes aussi qui sont à la rue à Bordeaux, qui ne peuvent pas se loger. Les loyers, soi-disant, il y a un encadrement, mais dans les faits, on sait très bien que voilà, les propriétaires arrivent toujours à faire payer plus cher aux locataires. Et aussi le nombre de logements vacants. Enfin, Bordeaux a quand même un certain patrimoine immobilier. Comment faire pour qu'on puisse aujourd'hui à Bordeaux réclamer auprès de la mairie ou du futur maire, enfin, on espère que ça ne sera pas toujours le même, mais voilà, pour qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment fait à ce niveau-là. Est-ce qu'on n'irait pas tous là au pied de la mairie et puis faire quelque chose, parce que c'est quand même très grave, et il y a aussi une certaine résignation de la part des gens à se mobiliser, et finalement on finit par accepter cette situation qui est inacceptable. Alors Monsieur Poutou et ses colistiers, comment on pourrait faire quelque chose pour que ça se bouge un peu plus vite, plutôt que de construire des nouveaux quartiers là avec des sociétés privées et des malfaçons, en voulez-vous, en voilà. Loi de réquisition. Et comment les forcer, appliquer la loi de réquisition qui existe, il faut l'appliquer. Et on peut réquisitionner. Alors, c'est en lien avec la question de la démocratie directe. Pas du tout. Non, mais nous, la réponse. Nous, on va faire... La démocratie directe, c'est l'idée ou le principe que la population s'occupe de ses affaires au quotidien. Et nous, on le voit, on l'a vu quand on participe aux conseils municipaux, au conseil métropolitain, mais c'est vrai à Bordeaux, mais partout. Nous, on a vécu à Bordeaux, hein, c'est pas un cas à part. Et nous, on voit, d'abord, un conseil municipal ou métropolitain, c'est public. Ça peut l'être. La loi le permet. C'est-à-dire, en fait, il y a des gradins. C'est un peu comme un stade de foot. Il y a moins de place, hein, c'est moins grand. Mais on peut y aller. On peut y aller, voir, écouter, et c'est même filmé. Enfin, pour la ville de Bordeaux, toutes les communes ne filment pas. Mais la ville de Bordeaux, les grandes villes en général, je pense, ont des moyens techniques qui fait qu'elles peuvent filmer, diffuser en direct et diffusion en différé. C'est-à-dire n'importe qui peut, n'importe quel moment, aller voir ce qui s'est passé et accélérer quand ils se font chier et s'arrêter quand ça les intéresse. Donc, et ça, on a vu que malheureusement, que ce soit en direct dans le public ou en vidéo, quasiment personne regarde. Dans le public, à Bordeaux, c'était, on va dire, 20 personnes. À part, nous, on avait 3-4 camarades qui étaient tout le temps là. Je les vois. Et en dehors, il y avait des fois une classe, un lycée qui venait pour apprendre, justement, pour voir. Et malheureusement, c'est incroyable l'absence qu'il y a. Alors c'est vrai que c'est l'après-midi, les gens travaillent et tout ça. Donc du coup, on peut se dire, les gens, ils viennent pas parce qu'ils peuvent pas, mais après, ils peuvent regarder. Et en compteur, c'est très faible. Donc voilà, il y a déjà quelque chose qui... Et ça, cette absence-là, elle est importante parce que ça permet aux élus, parce qu'eux, ils le savent, ou elles le savent, qu'elles peuvent parler tranquillement. De toute façon, c'est sans le contrôle de la population, puisque la population désintéressée ne regarde pas, n'écoute pas, et donc ne sera pas là pour les critiquer éventuellement sur leurs propos, sur leur position. Donc déjà, on ne met pas la pression, alors qu'on pourrait, il y aurait une influence importante, que certainement ça mettrait la pression. Ça mettrait la pression dans le sens où des élus, il faut un peu plus gaffe à ce qu'ils disent, ou à ce qu'elles disent, et peut-être même sur les choix qui seraient faits, peut-être. Donc, et cette idée de pression, elle peut être tout simplement par la présence, et après, derrière, c'est forcément l'auto-organisation. Enfin, c'est comment on essaie de se donner les moyens, effectivement, la question de la précarité alimentaire, la question du logement, enfin, comment on peut changer les choses. Si nous, on n'intervient pas, si nous, on n'est pas là, si nous, on est invisibilisés, ou qu'on s'invisibilise nous-mêmes, c'est évident qu'en haut, ils sont là et ils continuent. Et ce qui est terrible quand je suis un peu long, mais on va accélérer. Ce qui est terrible, c'est le truc qui nous énervait beaucoup, c'est qu'en fait, ils sont sans arrêt en train de s'auto-remercier. Voilà. Et il faut regarder un conseil, hein. Et merci. Alors le dernier, il est encore plus spectaculaire.
puisque c'était super chouette de travailler avec toi, c'est dommage que tu partes, ou c'est bien qu'on continue ensemble, on va essayer, machin. Et merci, ce super rapport, qu'est-ce que c'était bien fait. Voilà, c'est ça, mais vraiment. Et ils se regardent eux-mêmes, ou elles se regardent, et donc c'est ça. Et ça montre aussi cette capacité du monde des élus, que comme il n'est pas remis en cause et que personne n'est là pour remettre en cause ou pour critiquer, eh ben, ça tourne en rond. Et ça, c'est une explication aussi de la situation dans laquelle on se trouve. Et en plus, je finis là-dessus, c'est que les élus, même à gauche, c'est un certain milieu social. Il n'y a pas de gens qui galèrent vraiment, il n'y a pas de précaires, il n'y a pas de gens qui vivent même dans les quartiers populaires. C'est un milieu social, comme on dit, des classes intermédiaires. C'est des professions libérales ou des gens qui sont dans des hiérarchies un peu hautes dans les entreprises et tout ça. Et donc, en fait, il y a aussi quelque part, ils voient pas la réalité de la souffrance sociale. C'est pas une excuse qu'on essaie de leur donner, mais ils ne la mesurent pas, ils ne la voient pas. Et nous, quand on parlait de misère, de gens qui n'avaient pas le chauffage l'hiver dans les bâtiments, y compris quand c'était une cité ou Aquitanis pour parler de bailleurs sociaux, et bien à chaque fois ils nous disaient non mais là vous noircissez le tableau. Et c'est là on se dit ah ouais non mais là ils mesurent pas à quel point il y a et nous non seulement on ne noircissait pas, mais je suis persuadé qu'on était en deçà d'une réalité de souffrance, de précarité, parce que même nous qui ne sommes pas dans la précarité au quotidien, on peut voir des choses, tout ça, mais on ne le mesure pas à quel point il y a une souffrance réelle, à quel point il y a un sentiment d'être méprisé, écrasé, et tout ça. Donc tout ça, si on n'arrive pas à le bousculer, ça ne changera pas. Donc ça pose le problème. C'est pour ça que c'est un lien avec la démocratie directe. C'est que si on ne s'organise pas, si on ne se mobilise pas, si on ne se bat pas, c'est évident que le système il continuera à tourner en rond comme ça. Juste deux mots là par rapport au logement, par exemple. La loi de réquisition, elle a été très rarement appliquée, mais une des fois où elle a été appliquée, je crois que c'était au début des années 80, quand il y a eu un premier des grands mouvements avec le droit au logement à Paris. C'est l'association qui se bagarre depuis des années, je vais par rapport à ça, pour imposer la réquisition. Mais une des rares fois où ça a été imposé, c'est à cette époque-là, quand il y a eu ce grand mouvement avec le droit au logement, parce que ça a surpris quand même les politiques, je crois que c'est Chirac à l'époque, donc vous voyez c'est la droite, et donc ils ont réquisitionné quelques logements à Paris. Donc tout ça pour dire que, et voilà, tous les droits que l'on peut avoir, on pourra gagner quelque chose que si on l'impose. Et pour l'imposer, bah ouais, c'est ce qu'on dit, c'est une banalité de le dire, mais c'est par la mobilisation et par les luttes. Et pour se mobiliser et pour lutter de façon le plus efficace possible, il faut s'organiser. Alors il y a les syndicats, il y a des partis, il y a des assos, et tout ça, voilà, plus on est nombreux organisés, et plus on peut imposer un changement. Ça, c'est toute l'histoire des mouvements sociaux, des mouvements ouvriers et autres. Et, à chaque fois que les gens se sont organisés, ont été nombreux et forts, ils ont pu imposer des changements, que ce soit les luttes féministes, les luttes écologistes, les luttes ouvrières. Voilà, c'est... voilà. Je voulais rajouter quelque chose aussi sur le logement, c'est-à-dire que c'est aussi un problème de métropolisation. C'est-à-dire que quand Bordeaux et Urmic, il n'a pas arrêté de le dire, et même les élus de droite en disant rendre Bordeaux attractif. Mais attractif, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement, là on a vu la flambée des prix avec la LGV. La LGV, il y a plein de gens qui sont arrivés parce que il y a un problème d'organisation spatiale. Il y a un problème et qui est réel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes de logement, notamment dans les grandes villes, dans les grandes métropoles. Et à côté de ça, il y a une désertification. Quand on voit autour de Bordeaux et de sa métropole, il y a des coins où c'est désertique, où il n'y a pas de transport en commun, où les logements pour le coup sont pas chers parce que personne peut y aller, parce que personne peut se déplacer, parce qu'il n'y a pas de travail. Et en fin de compte, c'est toute une réorganisation spatiale à avoir. Et là, pour le coup, il y a des géographes qui ont travaillé dessus, il y a des urbanistes, et je pense que on ne pourra pas régler le problème du logement, même si en effet il y a des combats, tant qu'on sera sur ce rapport de attirer le plus de monde possible dans les métropoles. Résultat, on se retrouve dans des espaces petits quand on peut se loger, et sans parler de tous ceux qui sont dans le mal logement, des HLM qui ne sont pas entretenus, etc. Et donc c'est toute une réflexion globale à avoir. Et c'est ce qu'on a appris justement pendant ce mandat. C'est-à-dire que des fois dans les milieux militants, on parle de choses un peu généralistes. Et là, on s'est rendu compte que bah oui, l'urbanisation c'était une démarche capitaliste et qu'il peut y avoir une organisation spatiale anticapitaliste et il faut repenser les choses différemment.
Et j'en profite pour, comme c'est la fin du mandat, la fin de la campagne bientôt, c'est de remercier justement des tas de personnes qui nous ont aidés, qui ne sont pas militantes, qui nous ont aidés à comprendre les rouages, enfin, certaines délibérations dont on ne comprenait pas grand-chose, qui ont décrypté. Donc effectivement, on a eu des urbanistes qui nous ont aidés, des architectes, géographes, on a eu des camarades dans les syndicats, je ne vais pas dire quel syndicat au cas où, parce qu'il ne s'est pas dit qu'ils le souhaitent, mais des syndicats qui sont un peu, qui se penchent sur les questions financières, sur les questions de logement. Et on a eu pas mal d'aides comme ça, en plus de notre petite équipe militante. Et ça a fait vachement de bien pour nous, parce qu'on se sentait comme des cons. Et ça nous a même fait comprendre qu'en fait, c'est comment on peut créer et développer des liens justement entre les milieux militants et les gens qui sont dans des professions, dans des positions dans la société, où ils peuvent jouer un rôle. Et à chaque fois, on a eu des gens qui étaient contents d'aider, contents de transmettre. Et ça fait partie aussi de la démocratie qu'on pourrait discuter. C'est comment tout ça, ça peut se construire. Et c'est le lien justement entre les élus et une population, quelle qu'elle soit. Et enfin voilà, c'est comme ça. Donc merci à toutes celles et ceux qui nous ont aidés. Et juste pour finir sur ça, Philippe, pendant les conseils, citait régulièrement des bouquins qu'il avait lus qui parlaient de ce sujet. Et donc on s'était dit peut-être qu'il faudrait qu'on fasse une bibliographie de tout ce qu'on avait cité pour donner un peu des références. Et il y en a beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une dernière question et après on va boire un coup. Tout le monde a envie de boire maintenant? Ça, c'est notre organisation. Ça, c'est la solidarité. S'il n'y a plus de questions dans ces cas-là, on s'arrête là. Donc, on vous invite toutes et tous forcément à récupérer du matériel, à parler de notre liste. Si on pouvait faire 5% plus, on serait très content et qu'il y aura une soirée peut-être organisée dimanche soir dans un bar pour le Black Cat, pour voilà, stresser tous ensemble et boire des coups. Merci encore beaucoup à vous pour être venus aussi nombreux.